Salut tout le monde, soyez les bienvenus pour ce troisième épisode de la saison 4 d'Overtime. On a joué environ 10% de la saison régulière de National League. Et oui, déjà après 2 week-ends, le temps passe vite. Pour garder les bonnes habitudes, pour ceux qui nous écoutent, je suis Pascal Eberhardt et je suis accompagné de deux de mes collègues. On va commencer par David Pietronigo dans sa petite fenêtre. Salut David. Salut à toi, le mathématicien de l'équipe, et salut à tout le monde, bien évidemment. Et pour compléter le trio, c'est Régis Surf qui est à mes côtés. Salut Régis. Salut Pascal, salut David, bienvenue à tous. Avant de se lancer dans les différents thèmes, on va vous rappeler que vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion sur Facebook dans l'après-midi, sur YouTube également. Ce soir sur MySports 1 à 20h et puis version audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Dans le chat, on salue déjà Christian, Orlan, Patrice, Steve, Anto, Thibaut, Vladi, Didier et Jérém. Vous pouvez laisser vos messages, vos commentaires, vos questions sur le chat de Facebook pendant la durée du live. On va parler durant cette heure de Lausanne. Fait-il partie des favoris désormais? De Bienne qui est à la recherche de son vrai visage. Genève qui est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ajoie a-t-il un nouveau statut? Et Fribourg qui a connu une semaine quasi parfaite durant cette semaine de National League. Messieurs, je crois que le décor est planté. C'est donc l'heure de passer au premier sujet avec le Lausanne Hockey Club. Ouais, des Lausannois qui réussissent un début de saison quasiment parfait, vu que la formation de Jeff Ward est leader de l'actuel début de saison en National League. C'est bien sûr 4 succès de suite maintenant, 6 matchs, 13 points de récoltés et beaucoup de choses qui se passent très très bien du côté du Lausanne Hockey Club. C'est du coup notre question, est-ce que Lausanne, après avoir connu quand même des passages très compliqués les dernières saisons et des doutes de la part de nous-mêmes, bien sûr, mais aussi de tous les suiveurs du hockey sur glace sur le début de saison possible du Lausanne Hockey Club. Est-ce que, Régis, avec ce début de saison lausannois, et tu les as vus ce week-end, Lausanne change un petit peu de catégorie et devient maintenant dans les favoris de ce début de saison? C'est un petit peu la question que je me suis posée au terme du deuxième match que j'ai vu ce week-end, puisqu'ils ont joué à Cloton, ils ont joué contre Lugano, j'ai eu l'occasion de voir ces deux rencontres, et je me posais la question, est-ce que ce Lausanne-là fait partie des vrais favoris qu'on a nommés en début de saison? Et on peut penser à Zurich, à Genève, à Zug par exemple. Est-ce que cette équipe a les armes pour régater avec de tels favoris, sachant quand même qu'elle part de très bas, elle n'était pas en play-off ni en pré-play-off la saison passée, il y avait beaucoup de problèmes, et là on a quand même résolu beaucoup de ces problèmes. On sait que Geoff Ward en a résolu lui-même par son boulot, j'ai l'impression, par son système, par certainement un travail au quotidien. Il a réussi à en résoudre les problèmes de jeu de l'équipe, mais elle a aussi acquis quelques renforts qui font vraiment le poids. Suomela, vraiment, c'est un nouveau leader. On a le sentiment maintenant que c'est une équipe qui, quand même, est montée en puissance, qui a des arguments à faire valoir contre des bonnes équipes de ce championnat. Alors, il faudra peut-être encore un petit peu attendre parce que cette semaine, par exemple, il y aura un match contre Zurich qui va peut-être nous en donner un peu plus des indications concernant la capacité de faire face aux meilleures équipes. Mais je pense que face à Lugano, qui était venu reposer et qui était arrivé le jour d'avant à Lausanne, on a eu quand même un début de réponse que cette équipe, elle était capable de tenir vraiment la dragée haute à beaucoup de monde dans ce championnat. Moi, quand je regarde un petit peu la composition de l'équipe, je me dis qu'il y a une vraie première ligne. Derrière, il y a encore 2 bonnes lignes. Peut-être quand même, si je dois mettre un bémol, et c'est pour ça que je ne la mettrai pas encore dans les tout grands favoris, c'est que c'est une formation qui est quand même un peu moins complète qu'un Zurich. Derrière, on a 2 bons gardiens pour l'instant, mais est-ce que ça va tenir aussi bien avec Hughes, avec Pounenovs? Je me permets quand même de soulever la question. Après, peut-être si on analyse les lignes, le 4e bloc, il vaut probablement pas celui de Genève, celui de Zurich. Donc, je miserais que cette formation, elle peut vraiment faire partie du top 5, mais de là à être
plus haut, il y a encore une marge que je ne sais pas si elle est capable de franchir ce pas. Voilà mon sentiment. Bah, du coup, Pascal, que penses-tu de ma première analyse? Ah bah écoute, elle était longue et complète. Désolé. Non, mais c'est pas un reproche. Je m'emballe. Tu t'emballes. Alors déjà, j'ai jeté pendant que tu parlais un coup d'œil dans le chat. Alors on a Didier qui nous dit avec un match de plus, faut relativiser début de saison. On verra en décembre. Didier est un supporter genevois, donc forcément, tout ça. On va quand même dire que par rapport à ça, Lausanne est la deuxième équipe au point par match derrière Zurich et ça joue pas à grand chose, 0,13 points d'écart ou un truc comme ça, je crois, entre les deux. Il y a vraiment pas grand chose. Alors oui, il faut relativiser, oui, il faut pas s'emballer du côté des supporters lausannois, du côté du LHC, avec ce début de saison assez stratosphérique, surtout avec les deux larges victoires contre Langnau et contre Genève. On a vu que ça a été un peu plus compliqué contre Cloton vendredi, mais ils ont réussi en regardant leur système de jeu, si j'ai bien compris, à aller trouver cette faille pour marquer un but supplémentaire pour gagner ce match-là. Et ça, c'est peut-être une bonne façon de lancer leur week-end. Ouais, clairement, il y a une ADN qui se manifeste maintenant, une équipe qui renonce pas, belle mentalité, confiance, j'ai l'impression, la confiance en ses moyens, conscient qu'on est capable, qu'en jouant son jeu, on peut gagner. Et à Cloton, c'est clairement ce qui s'est passé. L'équipe a encaissé l'égalisation à 6 minutes de la fin, elle n'a pas paniqué, elle a continué, et bah, le but, il est tombé. Je vais quand même dire qu'il va falloir laisser le temps. Mais par rapport à toutes les questions qui entouraient le Lausanne Hockey Club avant le début de la saison, il y a déjà eu énormément de très bonnes réponses et on va dire de solutions trouvées pour que ce début de saison soit réussi. Ce n'est pas à vous que je l'apprends. Si une équipe qui sort quand même de dernière saison avec beaucoup de doutes et de questions, et même s'ils ont chaque fois terminé fort et l'année passée, ils sont venus un petit peu mourir au poteau, ça permet quand même de lancer une saison sous les meilleurs auspices et de capitaliser là-dessus pour ensuite essayer de construire encore quelque chose de mieux, on va dire. Le début de saison de Lausanne Hockey Club, je suis sûr que si vous parlez avec les joueurs eux-mêmes, et c'est une question que je pourrais peut-être poser la prochaine fois que j'irai à Lausanne, eux-mêmes s'attendaient peut-être pas à comptabiliser 13 points après les 6 premières rencontres de ce début de saison. Vous voyez un petit peu où je veux en dire? Il y a beaucoup de mystères et de brouillard qui entouraient le Lausanne Hockey Club. Tout fonctionne très bien. Bien sûr qu'une saison est longue, mais en partant comme ça, Lausanne se permet de s'offrir quand même quelques bonnes bases pour la suite et peut-être oublier ces vieux démons. Bah, surtout qu'on sait à quel point le début de saison est important en National League. On l'a encore vu les autres années avec d'autres clubs, avec Bienne, pas l'année passée, parce que cette saison a été stable pour le HC Bienne, mais les années précédentes. On a deux questions par rapport à des joueurs, donc je pense qu'on va les prendre. Celle de Fred qui nous dit c'est catch 0 but, inquiétant ou pas. Bon, c'est un joueur qui est par séquence, hein. On le connaît, c'est catch. Il a des moments où il flambe, puis il y en a d'autres où il est un peu plus en retrait. Moi, je dirais que dans l'attitude, je le trouve pas encore terrible, quoi. Il y a la statistique, j'ai l'impression que ça le frustre un peu de voir que ses coéquipiers étrangers, eux, font les points. Il est pas mauvais, clairement, mais voilà, c'est pas encore du grand C-catch et je sens un petit peu de frustration de sa part. Tant mieux si pas tout le monde est déjà à 110% de sa forme et que C-catch doit encore montrer quelque chose. Ça veut dire que le soir où Suomela ou Kovac vont avoir un jour un petit peu moins bien, ben c'est peut-être lui qui pourra prendre la fenêtre, la vitrine pour tirer l'équipe vers l'avant Et user cette frustration qu'il a dans le bon sens du terme. La deuxième question, c'est celle de Thibaut par rapport à Salomaki. Est-ce que son rôle a changé? Il fait beaucoup de points et moins de pénalités. Alors, je vais peut-être commencer à essayer de trouver un élément de réponse. L'année passée, ça ne s'est pas bien passé parce qu'il n'y a rien qui allait du côté du Lausanne Hockey Club. Donc, peut-être aussi les pénalités résultaient d'un peu de frustration de la part du joueur dans le jeu, dans le fait que ça n'allait pas, de chercher des solutions par soi-même plutôt qu'en équipe. On sait souvent que quand les équipes commencent un petit peu à galérer, on dit un peu plus individualiste, on cherche à faire l'exploit individuel pour marquer un but, mais aussi à défendre de manière peut-être à rattraper, pour éviter les erreurs des autres, et donc on en commet soi-même plus, donc voilà, c'est peut-être ça qui a changé. Et son rôle est clair, Pascal, parce que l'année passée aussi, il était utilisé 4e bloc, il était utilisé des fois plus offensif, il était surnuméraire, c'est que là avec la blessure de Raffel, il sait qu'il joue, il sait qu'il a en tout cas jusqu'à décembre, janvier, pour aussi se rendre indispensable aux yeux de Jeff Ward. Et je crois que ça lui va plutôt bien, ça.
Ouais, il est bien entouré aussi, ça peut aider. Je ne veux pas enlever ses mérites, il a assurément des qualités, mais c'est pas non plus l'étranger capable de brûler la ligue, comme on dit. Je pense qu'il a quand même certaines limites aussi, mais par contre, dans une bonne ligne, avec un bon rôle, où il sait ce qu'il a à faire et ça lui donne la confiance, bah, il peut quand même nous faire une belle saison avec ça et montrer qu'il n'est pas là par hasard. Voilà, et puis comme nous disent Frédéric, René, tout ça, Fabrice, faut encore relativiser. Je l'ai dit, on a joué 10% de la saison. Claude nous dit, on verra mais jeudi c'est la bonne contre, surprise du contre début de Zurich, saison. bien sûr. Voilà, mais ce qu'on dit maintenant, c'est valable pour tout le monde. Absolument. À ce moment-là, on fait plus qu'un podcast à Noël, puis on fait un bilan après les 2 tiers du championnat. Donc, j'ai lu un commentaire dans le chat, messieurs aussi, qui disait que Zurich est peut-être la seule équipe qui est vraiment à sa place pour l'instant dans la hiérarchie de ce début de saison. Je partage assez ce sentiment. Par rapport à ce qu'on a vu anticiper de la part des Lions zurichois, absolument. Pour rebondir sur cette question qui nous a été posée par Thierry en tout début d'émission. Le temps file, on va passer déjà au deuxième club roman, à savoir le HC Bienne. Oui, HC Bienne qui a connu quand même une semaine mouvementée. Elle a très mal commencé à Zurich. Elle s'est poursuivie, j'ai envie de dire, de manière très moyenne à Port-Entruy. Ça s'est amélioré en cours de match. Il y a eu comme une espèce de déclic qui semble s'être produit durant le match disputé en Ajoie, qui a permis de récolter un point, seulement un point, diront certains, mais quand même un point. Et puis contre Davos, une équipe qui est bien partie, qui tout de suite a mis 2 buts d'avance et ensuite a tenu. Est-ce qu'on voit maintenant le vrai visage du HC Bienne ou est-ce qu'on peut encore le chercher, hein? Qu'en penses-tu, Pascal, toi qui as vu un de ces 2 matchs? Écoute, Régis, il y a eu 2 visages du HC Bienne clairement cette semaine. Celui en début de semaine qui a duré jusqu'à la 2e pause contre Ajoie. Et clairement, l'entraîneur Petri Matikainen était fâché contre son équipe. C'est nos collègues du Journal du Jura qui sont allés à l'entraînement mercredi qui l'ont relevé d'ailleurs. Il a repassé un savon mercredi à l'entraînement en disant que c'était pas normal la façon dont ils ont joué à Zurich. On peut perdre à Zurich, mais il y a la façon de perdre. Et il n'a pas aimé la façon. Et contre Ajoie, il y a eu un début de révolte au 2e tiers. Ils ont dominé le 2e tiers, mais ils prennent 2 buts en 4 tirs, cadrés de la part des Ajolos. Donc ça n'a pas plu. Et je pense que certains leaders se sont levés en plus de l'entraîneur pendant la pause. Parce que clairement, au 3e tiers, on a vu un autre HC Bienne sur la glace, à l'image d'un Damien Brunner qui avait une rage énorme au moment d'aller marquer son but et qui est revenu au banc avec pas son sourire habituel du marqueur, mais vraiment cette rage du gagnant. Donc je pense que ça a changé et ça s'est prolongé le lendemain contre Davos, qui alors là était une victime expiatoire du côté de la Tissot Arena avec ce 2e blanchissage de Sateri. J'ai pas vu le match, mais j'ai bien l'impression que les Grisons avaient 0 chance en sortant du bus pour aller changer déjà. Ils avaient déjà gagné le match en arrivant à la patinoire. Ouais. Importance des débuts de match aussi, hein. Vous voyez, on en parlera plus tard avec Genève, mais les 2 derniers finalistes, pour l'instant, se cherchent encore. Et en raison du côté d'avoir changé de coach aussi, du côté de Bienne, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que prévu, hein, cette mise en place du système, de ce que veut Petri Matikainen. Il ne faut pas sous-estimer. Hein, je crois que Törmänen a fait tellement de belles choses que Matikainen partait forcément avec petit ressenti forcément négatif des supporters, des joueurs aussi, hein, qui se disaient peut-être qu'il a la même nationalité, on va partir dans le même style, on va faire la même chose, on va pouvoir faire comme avant. Bienne se cherche et n'arrive pas encore à aligner les performances à la suite, comme il a réussi à le faire, notamment toutes ces dernières entames de saison lorsqu'il survolait. C'est un peu plus compliqué en ce début de saison et ça se ressent dans, on va dire, si on prend tiers par tiers, après chaque tiers presque de Bienne qui alterne pas encore une très grande constance dans ses premières performances. Moi, j'ai envie de poser une question. Je n'ai pas la réponse, hein. Je précise, mais je soulève quand même une question. Avec Törmänen, j'ai envie de dire, c'était vraiment quasiment le paradis du hockey pour les joueurs biennois. Est-ce que ces joueurs, cette équipe est heureuse actuellement avec la manière dont elle joue, dont elle est contrainte de jouer par son coach? Est-ce qu'elle a vraiment autant de plaisir que par le passé? Je suis pas quand même convaincu que ce soit le cas parce qu'on sait que c'est très cadré, qu'il est très rigoureux, qu'on n'entre pas dans la zone n'importe comment, qu'avec tel moment de possession, on doit faire telle et telle chose. Enfin, c'est
plus du tout la même liberté que par le passé. Et est-ce que tout le monde dans cette équipe y trouve son compte ? Ben, je suis pas 100% sûr que ce soit le cas, en tout cas actuellement. Est-ce que ça peut venir ? Oui. Peut-être que ça pourrait être une explication à ces moments un peu plus difficiles. On a changé l'entraîneur, on n'a pas changé toute l'équipe selon les souhaits du nouvel entraîneur. Donc C'est ça. l'équipe a quand même été construite pour le style Termanen. Donc si votre nouveau coach arrive et fait quand même pas mal de changements, hein, on pensait peut-être qu'il y en aurait moins, mais après discussion aussi avec certains joueurs et de ce que l'on a vu depuis le début de cette saison, ça change quand même pas mal. Donc il y a cet ADN à retrouver pour les joueurs et le plaisir aussi de se retrouver dans ce nouveau système. Et tu parlais du système un peu plus rigide, entre guillemets, de Matikainen. On le voit clairement sur les matchs. Hein. Là, contre Ajoie, plusieurs fois, ils ont récupéré le puck. Il y avait une possibilité peut-être de lancer l'ailier sur l'aile opposée au banc. Hein, et ils sont revenus en arrière, ils sont allés se mettre derrière le banc parce que c'était le moment de changer la ligne. Tandis qu'effectivement, avec Tormanen, ça partait un petit peu plus facilement là-bas, vers l'avant, se porter, essayer d'amener du jeu offensif, d'essayer de profiter aussi des changements de ligne de l'équipe adverse. Là, c'était aussi dans les moments où il fallait revenir au score. Donc clairement, il fallait éviter les erreurs. Donc je pense que c'est peut-être aussi ça qu'il essaye d'inculquer à cette équipe qui a eu beaucoup de liberté par le passé, d'avoir un jeu un peu plus posé, de maîtriser le puck, de maîtriser la possession du puck pour faire pas forcément des entrées de zone qualitatives, mais d'avoir une entrée de zone qui va amener un tir derrière. Et je pense que c'est le plus important. On se pose des questions pour une équipe qui est quand même 5e de National League, qui ne rate pas son début de saison non plus, hein, soyons clairs. Non, mais il est parti avec 2 victoires. On se dit, bah voilà, c'est reparti, j'ai envie de dire, comme en 23. Comme d'habitude avec le HC Vienne. Puis là, il y a ce moment où, ben oui, il y a une défaite qui fait mal à Zurich. Après, on sait que Vienne n'avait jamais perdu de points contre Ajoie. Là, elle perd son premier derby depuis qu'Ajoie est remonté. Donc, on s'interroge, c'est un derby, on sait que c'est des matchs un peu particuliers, ils savaient les gagner, ces joueurs avec Termanen, donc il y a quelques petites questions qui se soulèvent. Après, il n'y a pas que Bienne qui a perdu le derby, il y a aussi Ajoie qui l'a gagné. Ça, c'est un autre débat, on y reviendra tout à l'heure. Mais j'ai posé la question à Garessu après le match, est-ce que tu as pensé au fait que Ajoie n'avait jamais battu Bienne depuis 2021, quand Bienne revient à 5-4 inconsciemment un petit peu, ça a traversé la tête de certains joueurs, clairement. Pour revenir sur la Chebienne, Patrice Noudic de Lémont a été énorme contre Ajoie, absolument. Il a fait un très 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 bon match, très joli coup d'œil aussi. Il a eu du temps de jeu, il a eu des très bons coups d'œil sur 2 buts biennois. Je pense que là, il a peut-être trouvé un coach qui va lui donner un petit peu plus de temps de jeu, un petit peu plus de confiance. Il peut passer un cap, hein, il peut passer un cap, absolument. Entre guillemets, qu'on ne lui a pas permis de passer quand Termanen était là, tellement la hiérarchie était établie et pour lui c'était compliqué. Il a aussi profité du fait qu'actuellement Yakovenko est blessé. Oui, c'est vrai. Ouais. Hein, il manque un défenseur étranger du côté de Bienne. Donc ça laisse aussi de la possibilité à Noah Lelémont de prendre ce temps de jeu. On l'avait déjà vu l'année passée quand Yakovenko avait été absent quelques matchs, il avait pris le temps de jeu, il avait pris le power play. Alors là, il n'a pas le power play parce qu'il y a Poka et Radgib. Donc forcément, il y a un petit peu moins de place parce qu'on voit que quand Yakovenko est là, il joue avec Poka et Yakovenko à la ligne bleue avec un qui est un petit peu plus décalé sur le bas. Donc effectivement, c'est un peu plus compliqué pour Noah d'avoir du temps de jeu. Moi, je reviens sur les propos de Gaëtan à notre micro après la victoire 3-0 contre Davos. Il a quand même dit à notre journaliste, mine de rien, ce match, cette victoire était important pour nous. Donc c'est quand même, moi, je pense, des mots assez forts qui ont permis, après le succès enregistré contre les Grisons, de se rassurer par rapport à ce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place, en tout cas dans la semaine dernière. Et oui, ce qui veut dire qu'il y avait quand même un peu de doute qui s'était insinué dans les esprits. Hein. Bon, il y a quand même des absents. Hein, Ofer, Eponiemi, Kunzley, Yakovenko. C'est quand même des joueurs importants dans l'œuvre, dans l'effectif de Bienne pour l'instant, qui explique aussi que peut-être tout n'est pas en place comme souhaité quand vous avez ces quatre joueurs importants qui viennent à manquer à l'appel. Ofer qui n'a pas fait un gros début de saison. Hein. Je ne sais pas s'il y avait déjà des soucis physiques à ce moment-là, mais
pour un gars qui nous a vraiment bluffé jusqu'à présent sous le maillot biennois, il avait fait un début extrêmement timide. J'ai vu un peu les stats de tout le monde. Celles de Kessler sont pas non plus terribles par rapport à la saison passée. Je sors pas leur nom juste pour les mettre en avant, mais compte tenu de ce qu'ils avaient produit en 22-23, c'est encore des joueurs qui n'avaient pas été vraiment au niveau attendu, quoi. Offert contre Ajoie, je l'ai trouvé un petit peu transparent. On avait d'ailleurs prévu de parler de lui dans le studio avant le match pour relever le fait qu'il avait 0 points en 3 matchs. Il a été avec As, encore une fois, aligné par Matikainen lors de ce 4e match. C'était compliqué. C'est compliqué pour l'Autrichien licencié. Alors peut-être comme tu disais, David, c'est un joueur qui a été beaucoup blessé aussi. Il est peut-être déjà blessé. Il avait peut-être caché une blessure qui s'est aggravée et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'a pas retrouvé le offert de l'année passée. L'autre idée, c'est il est en fin de contrat. On peut imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui tournent autour de lui pour lui proposer peut-être une offre un peu plus intéressante encore que ce qu'il avait jusqu'à présent. Hein. Je lance ça comme ça. Donc peut-être que dans la tête, ça gamberge aussi un petit peu. Peut-être. J'ai pas la réponse. Hein. Peut-être, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat à Bienne, donc oui. Mais Offert fait partie quand même des joueurs capables de marquer des buts. Il a cette faculté que tout le monde n'a pas, donc forcément un joueur courtisé sur le marché, ça paraît d'une évidence crasse. Et je crois qu'Offert n'a pas besoin de faire un bon début de saison pour que les offres tombent sur sa table. Mais je comprends ta logique, Régis, qui peut-être expliquer celle qu'il cogite. Peut-être qu'il aimerait rester à Bienne et que pour l'instant Steinegger ne lui fait pas de proposition ou une offre assez intéressante et ça le travaille. Effectivement, ça peut être un élément de réponse aussi. On n'est pas dans les discussions entre les clubs, les agents et les joueurs, donc on ne peut pas savoir si... Il a beaucoup de contrats à renouveler, Steinegger, et je crois qu'il opère par ordre alphabétique, donc le H arrivera un petit peu plus tard. On lui posera la question. Puis on va rebondir sur la question le commentaire de Simon qui nous dit le HC Tom Ernest et le HC Tormanen sont un peu dans les choux en ce début de saison. C'est parfait puisqu'on va justement se diriger du côté du HC Tom Ernest, le Genève Servette Hockey Club. Que se passe-t-il à Genève ? C'est la question qu'on peut se poser. Sur la route, l'équipe a été inexistante cette semaine à Lausanne et à Fribourg. Au Vernet, les Aigles ont gagné leurs 2 matchs disputés dans leur partie noire. Mais il n'y a vraiment que le match contre Zurich où les Genevois ont été, on va pas dire dominants, mais ont été bons. L'équipe de Cadieux, c'est digne actuellement, David, du roman de Robert Louis Stevenson, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Oui, je crois que Genève Servette joue très bien avec ce cas-là, hein, que eux-mêmes peut-être ne savent pas pourquoi. Hein, on en est là en ce début de saison. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour on va bien, 2-3 jours ça va très très mal, et que c'est un petit peu la gueule de bois du champion en ce début de saison, hein, que pas tout le monde est revenu entièrement concerné. La préparation a été courte aussi, les vacances ont été courtes aussi pour Genève Servette, et du coup ça amène ce début de saison qu'on peut quand même, selon moi, qualifié de raté, hein, parce que les performances n'ont pas été à la hauteur. Alors oui, on a battu 2-1 Zurich à la maison, mais lors du succès de samedi contre Ajoie, ça n'a pas été fantastique non plus. Genève a tous les moyens de se mettre à l'abri plus tôt en marquant très rapidement sur le premier et seul powerplay du match. Ça n'a pas été le cas. Ajoie est toujours resté à portée de tir. Alors, Ajoie peut-être pas apporté la contradiction nécessaire pour vraiment inquiéter Genève Servette, mais il y a eu les 2 fessées contre Lausanne et contre Fribourg, qui a amené énormément de gros mots dans les médias, hein, immédiatement des grandes analyses. Cadieux, bien sûr, a donné son avis. Praplan, à notre micro, aussi eu, je crois, une lucidité dans son interview et une certaine franchise très, très forte. Simon Lecoultre aussi était venu à la Player Camp durant l'une de nos pauses, ce qui explique pour l'instant que ce Genève Servette-là ne se reconnaît pas et n'est pas là où il veut être, ça c'est sûr. Bon, moi j'ai un tout petit peu regardé les statistiques avancées, notamment les buts escomptés. Ce match contre Ajoie, il cache un petit peu ce qui pose vraiment des soucis. 1,67 buts escomptés par match. Et puis, à l'inverse, l'équipe qui affronte Genève, elle est à 3-13 en moyenne depuis le début du championnat. Ça fait une différence énorme. Ça veut dire aussi que offensivement, ça tourne pas terrible.
Défensivement, c'est pas ça non plus. Donc, clairement, c'est pas Genève qu'on voit pour l'instant. On n'a pas transformé des joueurs, j'ai envie de dire, magiques en joueurs quelconques pour l'instant. Je crois qu'il y a un état d'esprit qui doit pas être le bon actuellement. Personne ne doute que cette équipe elle a des capacités intrinsèquement. Elle reste une des tops de la ligue, voire la meilleure équipe de la ligue comme la saison passée. Je veux dire, on a les exemples des joueurs étrangers qui ne tournent pas actuellement en attaque. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. C'est le 4e bloc qui sauve pour l'instant les apparences en marquant des buts importants. Mais il n'y a pas besoin de s'attarder longuement sur les stats pour voir que Artikainen, il est encore un peu au Groenland. Il a plutôt une canne à pêche dans les mains qu'une canne de hockey. On découvre Apala, mais voilà, il est sûrement à court de compétition, le gars qui vient d'arriver. Il y a un jeune joueur, Phil Poula, qui fait peut-être de plus en plus son âge, je sais pas. Puis il y a Maninen qui est nouveau dans cette équipe, qui peut-être s'attendait à autre chose, mais nous on sait que les nouveaux dans le championnat ont généralement un peu de peine et on l'aide peut-être pas. Je pense que l'équipe elle n'a pas encore retrouvé les valeurs qui ont fait tout simplement que la saison passée elle était magique. Je te pose 2 questions, Pascal. Est-ce que tu penses que Genève est inquiet de ça? Est-ce que pour la suite, ça peut prétériter peut-être des choses pas forcément attendues du côté de Genève que de finalement être à côté dans ce début de saison? Est-ce que ce n'est pas finalement quelque chose qui arrive quand même régulièrement que le champion ait du mal à rallumer la machine en début de saison? Alors pour répondre à ta dernière question, oui, c'est normal. Le champion a généralement de la peine à lancer sa saison après. Exception Zug il y a 2 ans qui avait dominé le championnat de la tête et des épaules pendant 2 saisons complètes avec 2 titres à la clé. Mais on a vu la 3e saison ce que ça a donné. L'inquiétude, absolument. Connaissant Yann Cadieux, ça doit le travailler énormément de savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans son équipe. C'est un perfectionniste absolu. Il va chercher le moindre détail. Il veut savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça doit aussi commencer à peser sur l'équipe, et notamment les 2 défaites contre Lausanne et Fribourg, doivent peser sur le moral de l'équipe, parce qu'ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Alors peut-être qu'ils se sont vus trop beaux, effectivement, le statut de champion. Après, c'est Noah Roth, je crois, qui dit à l'interview on sait qu'on est champion, toutes les autres équipes vont jouer plus, vont donner plus contre nous. Tim Beson disait à Jonathan après le match contre Genève que oui, il y avait la motivation que c'était un derby, la motivation que c'était à domicile, et puis que Lausanne contre Genève à domicile, c'était jamais ça, et puis que c'était contre le champion, donc il y avait une motivation effectivement supplémentaire. Après, pour les étrangers, comme vous le disiez, messieurs, Apala vient d'arriver, il débarque. Pas encore là. Il n'est pas encore là à 100%. Il n'avait pas de club jusque-là, donc il a fait sa préparation de son côté, donc il est certainement en manque de glace. Et puis, pour reprendre le cas de notre ami pêcheur, Frédéric nous dit qu'il a lancé un avis de recherche parce qu'il cherche un certain Artikainen qui était attendu il y a 2 semaines. Mais est-ce qu'on est inquiet? Si quelqu'un a des... Est-ce qu'on est inquiet? Non, parce qu'il y a tellement de caractère, d'expérience dans cette équipe de Genève que quand les choses vont commencer à s'emboîter et que Yann Cadieux, qui forcément peut-être cogite un petit peu plus, trouvera les solutions, ce Genève-là va de nouveau certainement redevenir magique assez rapidement. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à avoir des contre-performances comme ça fortes pour le champion en titre dans ce début de saison. Moi, quand j'ai vu les résultats vendredi, après la 2e grosse défaite genevoise, j'ai pensé au LHC de la saison passée pour Genève. Et je suis pas le seul, puisque Cyril Pachelet a aussi écrit. Et j'ai pas vu Cyril depuis le début de la saison, donc je lui ai pas parlé pour le lancer là-dessus. Il en a aussi parlé dans un de ses articles. Effectivement, ça fait penser, quand on les voit jouer, à une équipe qui se cherche, alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements dans l'équipe. C'est ça qui est étonnant. Ouais. Donc, quelque part, c'est dans les têtes, tout simplement. Je veux dire, je vois pas d'autres explications. Vu que vous en avez parlé en début du HC de Temernes, c'est pas la raison pour laquelle Genève Servette ne performe pas. Alors oui, bien sûr, Lindström n'a pas encore pu montrer
l'étendue de son talent pour prétendre à pouvoir essayer, je dis bien essayer de remplacer Tom Ernest, mais ce n'est pas parce que Tom Ernest est parti que Genève Servette va mal. Il a bien sûr une part importante dans ce club, mais il n'était pas là pour éviter la défaite 6 et 7-1 dans les 2 fessées qu'ils ont encaissées la semaine dernière. Hein. Il n'aurait rien pu faire de plus pour l'éviter, c'est ce que je veux dire. Tom Ernest a pris aussi des valises avec Genève Servette sur ses 6 ans au Vernet. Donc c'est pas juste son absence qui fait que ça. Puis Genève a joué la saison passée avec un seul défenseur étranger. Alors oui, c'était Vatanen, mais c'est pas l'arrière-garde a pas changé Non, à part non, Lennström pour Tom Ernest. Et comme tu le disais, David, Lennström pour l'instant il joue pas puisqu'il est blessé. Moi, je serais un peu plus inquiet là-dessus parce qu'on nous a dit c'est au jour le jour. Marc Gauchi se veut extrêmement rassurant. C'est une petite blessure, on serait en play-off, il jouerait. Mais là, oui, on veut l'avoir à 100% pour qu'il puisse être dans les meilleures conditions. Mais il va falloir quand même qu'il commence sa saison à un moment. Et on sait à quel point le début de saison est important. Et là, Genève est en train d'égarer des points en route. Bon, on verra. Si Genève ne termine pas premier, c'est pas non plus une catastrophe. Si l'équipe finit troisième, on dira pas qu'elle est passée à côté de son championnat. Bien sûr que non. Mais la semaine est intéressante, messieurs. À Davos, demain pour le GSHC. À la maison contre Rapperswil et dimanche à Zug. Donc là, on aura aussi plus d'éléments de réponse si réaction, il y a déjà été entrevue et mise en place cette semaine. Petite question pour Yannick qui vient de commenter. Il vaut mieux perdre une fois 6-1 que 6 fois 1-0. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux perdre une fois 6-1, une fois 7-1 que 7 fois 1-0 ? Faudrait juste pas que ça se répète trop souvent non plus et que dans le jeu, Genève Servette puisse compter sur 4 blocs offensifs de premier choix et pas se reposer, comme on l'a déjà dit, sur la ligne avec Bertadja et Joris, notamment, quel 4e bloc. Voilà. Pour Genève Servette, on va retourner dans l'arc jurassien puisqu'on va s'intéresser au HC Ajoie. Des Ajoulots qui était l'adversaire donc de Genève, victoire des Genevois 3-1 samedi. Ajoie qui a fait une semaine à 2 points, ça peut paraître peu, mais quand même, il y avait déplacement à Genève, déplacement à Lugano et entre les deux la réception du vice-champion Bienne. Finalement, on ne peut pas en tout cas dire que c'était une mauvaise semaine pour la formation ajoulote, mais de plus en plus, on lit beaucoup de choses sur le HC Ajoie qui sont souvent positives. Est-ce à dire qu'il y a un autre statut désormais pour la formation de Christian Volvend ? Écoute, je me suis fait la réflexion en plein match contre Bienne. J'avais pas l'impression de voir le HC Ajoie des 2 années précédentes qui, même en menant, est toujours en danger. Est-ce que c'est la patte de Christian Volvend sur son jeu ? Certainement, parce que j'avais discuté avec certains Ajoulots avant le début de la saison. Il est arrivé, il a présenté un plan. Il discute avec ses joueurs, il communique énormément avec son équipe. Et je pense que pour une équipe qui n'a pas le talent d'autres équipes dans cette National League, ça aide aussi d'avoir ça pour tirer l'équipe vers le haut. De ne pas se dire « Ah, on l'a vu encore avec le retour de Bienne. Oui, ça fait mal de mener 3 buts et de ne pas avoir les 3 points à la fin. » Lilian Garessu le dit très bien à l'interview. Mais derrière, ils ont fait une bonne prolongation, ils ont eu des occasions de gagner le match avant, et lors des tirs au but contre Bienne, ils ont été très bons. D'ailleurs, Wolf a été excellent sur la séance de tirs au but, puisqu'il n'y a aucun Biennois qui l'a battu. Eh oui. Et ça, c'est aussi un signe de confiance. Il y a une certaine confiance, j'ai envie de dire, dans le vestiaire Ajoulot en ce moment. Il faut bâtir là-dessus du côté de Port-Rentruy, parce que forcément, ça peut tomber aussi très rapidement. Exactement. On l'a vu l'année passée, mais j'ai l'impression qu'avec Volvend, on est plus attentif à ce genre de détails qu'avec un certain Philippe Péchan. Volvend doit tout faire pour soigner son image. Il était parti de Davos quand même avec tout le monde qui a en tête le lancer de Gourde et les performances en dents de scie de son équipe. Donc lui, il veut redorer son blason. Il arrive, il connaît le championnat, il structure très bien cette équipe du HC Ajoie, il donne des rôles précis, c'est ce qui ressort aussi des matchs que j'ai vus du HC Ajoie. Tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire
Et le HC Ajoie, hormis la première rencontre où il a peut-être bu la tasse à Zurich, et à chaque fois été au contact jusque dans les 10 dernières minutes de chaque rencontre pour aussi prétendre à la victoire. Donc ce step en avant dans ce début de saison, le HC Ajoie, je trouve, l'a très bien fait. Après, ça doit se matérialiser aussi par, bien sûr, la solidité à la maison. Ça, je crois que ça sera indiscutable pour réussir une bonne saison. Ajoie va devoir faire de sa patinoire une forteresse et apprendre aussi à avoir un plan de match fermé, difficile à jouer sur la route. Là, il y a peut-être encore un petit peu plus de travail quand on se déplace dans d'autres patinoires et que le système de jeu est forcément différent. Moi, j'ajouterais encore un élément par rapport à tout ce que vous avez dit, où je vous rejoins sur le travail de Volven, que ce soit mentalité, système. C'est que moi, j'ai vu une équipe qui a beaucoup plus travaillé en avant-saison. Donc, forcément, des joueurs qui, individuellement, au niveau de l'exécution, de leur performance personnelle, se sont plus entraînés, des skills comme on les appelle. Et je pense qu'on a davantage poussé un petit peu dans la performance de chacun des hommes, ce qui fait que visiblement, on a vu des joueurs qui valaient mieux que ce qu'ils ont prouvé sur les dernières saisons peut-être, ou en tout cas on a fait un pas en avant à ce niveau-là, et je pense que ça peut aussi expliquer actuellement cette impression que j'ai répertoriée statistiquement, puisque j'ai décidé de prendre le relais de monsieur statistique à côté, et que j'ai un petit peu fouillé ça ce matin. C'est pour ça qu'il s'est mis à côté de moi, c'est l'osmose du studio stream. Alors je vais essayer de pas trop vous gonfler avec ça, mais s'il n'y a pas une grande différence au niveau des tirs cadrés qu'Ajoie adresse, on est toujours autour de 25. Par contre, Ajoie en encaisse beaucoup moins. On était la saison dernière à 36. On est à un peu plus de 30 pour l'instant cette saison. C'est quand même 5 tirs cadrés de moins par match, ce qui fait pas mal. Et puis en but escompté, ça veut dire en offensive générée, eh bien là, il y a du plus du côté d'Ajoie. On est à 2,7 par match. L'année passée, on était à 1,8. Donc preuve que là, on a déjà pu en montrer davantage. Et à l'inverse de ce qu'Ajoie concédait, il y a aussi du mieux, même si c'est un peu moins évident. On était à 3-1 l'année passée, on est à 2-7. Donc ça veut dire que et devant et derrière, on a trouvé pour l'instant en tout cas un meilleur équilibre. Et je pense que l'équipe, elle s'est bonifiée tout simplement. Il y a aussi quelques joueurs supplémentaires qui certainement ils sont pour quelque chose. Il y a probablement un mélange de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, Ajoie laisse vraiment l'impression d'être une équipe plus compétitive. Si on regarde par secteur, le poste de gardien de but, le duo fonctionne très bien. Tchatcho a un peu plus joué, Wolf est revenu, a été très bon. Défensivement, il va falloir faire mieux. Je crois qu'on ne s'est pas encore totalement trouvé avec Brennan, Jelina. Il y a eu le retour de Pouilly qui a joué samedi son premier match. Ça donnera peut-être plus de possibilités aussi à son entraîneur de faire des choix différents. Et attention devant, pas trop tirer quand même sur cette première ligne. La deuxième ligne, Asselin, Gauthier, Odette doit vraiment réussir maintenant à transformer les actions qu'elle a pour apporter aussi cette profondeur offensive. Troisième ligne va mieux. La quatrième a fait de bonnes choses, a aussi marqué avec notamment, je crois en souvenir, le but de Maka, si je ne me trompe pas, dans ce début de saison. Donc, il y a encore des points d'amélioration, mais la pression générale, en tout cas, est assez bonne, et je crois que ça ressort aussi dans les avis dans le chat, même de supporters d'autres clubs qui disent que Ajoie paraît peut-être dans cette troisième saison en National League peut-être prêt à franchir ce step supplémentaire sur lequel on attend depuis un moment. Alors Anto nous dit comme de relativiser parce que c'est que le début de la saison, on est tout à fait mais d'accord. On peut relativiser surtout pour tout le monde, absolument. Ouais, mais bien sûr. Voilà, il va falloir tenir la cadence, c'est ce qu'il nous dit. C'est ça qu'il faut, parce que pour l'instant il y a une très bonne dynamique. D'accord, on peut tout à fait le voir comme ça. Je trouve quand même qu'en face, il y avait sur les 5 premiers matchs, en tout cas 4 grosses équipes. Je n'ai pas trouvé Davos comme une grosse équipe là-dedans. C'est pour ça que je les enlève, même s'ils valent mieux que ce qu'ils ont montré à Porrentruy, je le pense. Maintenant, il va falloir confirmer à Cloton demain. C'est pas quand même le déplacement le plus aisé, mais ça paraît plus jouable. Et puis, il y aura Berne, mais il y aura aussi Langnau dans une semaine. Il y a aussi un déplacement à Rapperswil qui est un peu convalescent maintenant. Donc peut-être qu'Ajoie, sur les 8 prochains jours, va pouvoir un peu plus matérialiser tout ça.
Mais il va falloir quand même être un peu meilleur sur les situations spéciales parce que là, c'est comme si on était l'année passée quand vous regardez les statistiques. Hein. On est catastrophique dans les buts en power play, dans les buts concédés en box play. Il y a rien qu'à changer à ce niveau-là. Et si ça n'est pas amélioré, je pense quand même que la saison, elle sera compliquée pour les Jurassiens parce que les autres équipes, elles vont pas vraiment ralentir au niveau des situations spéciales. Genève a marqué son premier but en power play contre Ajoie samedi. Ils en ont profité, j'ai envie de dire. On peut bien imaginer que ce power play, tôt ou tard, il va tourner mieux. Donc là, les Ajoulots ont du travail quand même. Et ça, c'est un des points d'interrogation pour la suite que je peux quand même soulever. Quand vous notez que Ajoie a marqué son premier but en powerplay avant Genève Servette. Puisqu'ils l'ont fait la veille contre Bienne, puisque tu parles de ça. Hein, ça a été compliqué, mais les Ajoulots ont eu 2 fois plus de powerplay que Genève. Hein. Les Aigles ont eu très peu de powerplay. Je crois 6 si j'ai bien regardé. Si j'ai vu ce matin, parce on parlait de ça en toute l'équipe pour préparer les sujets de demain et le powerplay de Genève n'a vraiment pas eu d'opportunité de s'exprimer pour l'instant. On a vu quand Joe Hazon a marqué le but en powerplay un certain soulagement aussi dans l'équipe d'avoir enfin fait tomber ce plafond de verre. Maintenant, comme tu dis, il faut comptabiliser, il faut exploiter cette ressource parce que c'est clair que marquer une fois tous les 13, ça va pas le faire. Et puis je pense que ça peut peser aussi sur le moral. On sait que les powerplay, c'est statistique, mais après l'équipe, elle se met à douter, il n'y a plus la confiance. Elle force. Exactement, ça contraint l'entraîneur à constamment revoir son pipi. Enfin, tout ça, je pense que du côté d'Ajoie, on est conscient de ça et c'est un élément qu'on va continuer sur des performances d'une certaine constance, gagner, perdre, pas tomber trop bas comme ils l'ont fait lors des deux premières saisons. Et Ajoie ira dans la bonne direction. Et puis pour conclure avec le HC Ajoie, tu parlais du match tout à l'heure contre Lugano. À Lugano, David, ils ne perdent que dans les 5 dernières minutes. Il y a un partout jusqu'à la 52e, 55e minute. Donc ça a aussi changé par rapport aux autres à l'année passée. Non, il y a eu 2-1 pour Lugano au début du deuxième. Non, fin du deuxième et 3 ça reste encore. Mais après deux tiers, c'est jouable. La différence c'est vrai. du 3-1 qui ça vient tard. La fin de la rencontre. C'est ça, 2 tiers à y croire en tout cas. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, je me suis trompé sur le score, mais c'est ça qu'il faut aussi relever, c'est qu'ils ne sont pas effondrés en ayant pris le deuxième but luganais alors qu'ils menaient 1-0. Ils font un meilleur début de saison que Langnau dans la pression, on va dire. Ça, c'est clair. Allez, un dernier club à discuter, c'est Fribourg-Gotteron. Les Dragons qui ont connu une semaine à 7 points sur les 9 possibles. Fribourg est actuellement 2e du classement derrière Lausanne, avec certes un match de plus que toute la meute derrière, mais forcément c'était contre Lausanne, donc ça aide aussi à se retrouver là. David, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette semaine des Fribourgeois ? Que la semaine a été quasi parfaite. Quand tu prends 7 points sur 9, que tu bats 7-1 le champion et que tu es tout proche de prendre la victoire à Zurich, avec pour commencer le mardi, pour aller dans l'ordre, un succès aussi avec caractère à Ambri Piotta, 3-2, en ayant souffert en fin de rencontre en concédant trop de pénalités. Fribourg-Gotteron a démontré vraiment une très belle solidité d'équipe, un réalisme offensif aussi quand il le faut pour enfiler les buts. Et un Reto Berra, je crois que c'est un petit peu le centre quand même de ce que je veux mettre en avant, qui est redevenu le Reto Berra. Il y avait beaucoup de questions autour du gardien de Fribourg-Gotteron après ses problèmes de dos, son opération, son retour au jeu. Enfin, il a montré que quand il est sur la glace, quand il est chaud, il est vraiment le gardien dominant de ce championnat. Il a déjà fait et aidé Fribourg-Gotteron dans de nombreuses situations. Je crois que c'était à Davos, l'arrêt qui a fait un petit peu le tour des réseaux, l'arrêt bateau. Contre Ambri, il a aussi été décisif en fin de rencontre. Et je ne vous dis pas samedi, au match que j'étais contre Zurich, s'il n'y a pas Reto Berra dans les buts aussi par moment, forcément que le score final n'est pas de 2-1 après la séance de tir au but. Donc, il y a des satisfactions. Les étrangers fonctionnent bien. Christian Dubé a trouvé ses lignes. Il y a de la stabilité, ce qui n'a jamais trop été le point fort de Fribourg-Gotteron. Et tout ça amène une certaine sérénité dans le jeu, ce qui explique que ce début de saison, pour l'instant, est extrêmement réussi pour la formation de Christian Dubé. Ouais, et la sérénité, je crois que ça résume assez bien le sentiment que dégage Gotteron actuellement. Et puis, même si ça ne marche pas
trop bien pour certains joueurs suisses. On peut être un peu frustré quand on est Julien Sprunger, qu'on est un buteur, qu'on n'en a encore pas marqué. Pour Kylian Motet, bon, bah, il y a eu une petite blessure, mais quand même, il n'y a qu'un but. C'est pas... Mais Schmid, ça tourne peut-être pas comme il le voudrait, mais d'une part, l'équipe peut gagner sans ça, on le voit, peut être bonne sans ça. Et je crois que malgré ça, on est satisfait de ce qui est proposé, que le coach manifeste pas de courroux sur le fait que ceux-là n'ont peut-être pas aussi bien performé que d'autres. Je crois qu'on a pour l'instant un bon amalgame dans un effectif, Bon. il faut le reconnaître pour l'instant plutôt épargné par les blessures et qui a tout intérêt à l'être parce qu'on sait que il n'y a pas non plus cette profondeur de banc que d'autres équipes ont peut-être. C'est ça, mais Pascal, juste Oui, une petite vas-y. précision. Par rapport au début de saison, Christian Dubé avait beaucoup axé sur les 3 derniers matchs, sur l'aspect défensif. Il avait encaissé trop de buts. Son équipe n'était pas bonne en situation spéciale non plus. Donc, il avait vraiment mis l'accent sur ces points-là. Tu encaisses 2 buts contre Zurich à Zurich. Tu encaisses 1 but contre Genève à la maison. Donc, l'équipe a aussi su lui répondre et montrer que c'est facile de mettre des triplés comme Sørensen, c'est facile de marquer de jolis buts, mais on peut aussi faire, et tout le monde y participe. Di Domenico, le premier, qu'on trouve remarquable aussi dans son jeu défensif. Ça fonctionne très bien avec Di Domenico d'ailleurs depuis son retour à Fribourg-Gotteron, mais tout le monde met la patte aussi quand on travaille un point particulier qui est celui peut-être de l'aspect plus défensif de la chose avant tout. Et Frédéric nous dit d'ailleurs, justement, pour rebondir là-dessus, que Berchi et Dido s'attendent vraiment bien. Berra est en état de grâce. Ça explique déjà pas mal ce super début de saison. Fabrice rebondit sur tes paroles en disant que depuis le changement de préparateur physique, tout a changé, nettement moins de blessures. Le constat est juste énorme. Effectivement, ça laisse aussi la possibilité à Christian Dubé d'avoir moins de profondeur, même si on a vu qu'il y a eu un match où il a eu besoin de faire appel à des jeunes. Lucas Gauch a Lucas joué. Gauch, il n'a pas beaucoup joué. Il a tourné à 11 attaquants. Là, c'était peut-être un peu limite. Ils sont permis d'envoyer Brian Ruiger à Turgovie, puisque les gardiens là-bas sont blessés actuellement, et de rappeler Mais ça, ils ont pu le Gallet. faire parce que Berra, Ça va pour l'instant. parfaitement. Parce que Berra, ça tient. Maintenant, il faut voir sur la longueur aussi, parce que quand on l'a vu lors des Media Days, il était quand même encore un petit peu à se dire, je sais pas comment ça va tenir si j'enchaîne les matchs. J'ai quand même parfois un petit peu de mal au dos encore quand je m'entraîne trop. Donc, pour l'instant, ça va. Les supporters fribourgeois touchent du bois parce que tout se passe bien. Christian Dubé aussi touche du bois parce qu'il n'y a pas de blessure. Non, mais préparateur physique, je pense que ça peut faire. Mais après, il y a quand même pas mal de malchance quand on a des blessures. Je veux dire, si La un blessure joueur, de Sørensen l'année passée, c'est de la malchance. alors peut-être ça, ou s'il y a une commotion sur une charge mal intentionnée ou quelque chose comme ça, voilà, vous pouvez pas y faire grand-chose, préparateur physique ou pas. Donc ils ont besoin quand même d'avoir un petit peu de réussite, mais ça a plutôt bien fonctionné les 2 dernières saisons, c'est vrai. Et cette saison, c'est reparti un petit peu sur le même topo. Donc je pense que c'est pas un souci. Espérons qu'on n'en parle jamais cette saison. Et à partir de là, il y a vraiment une formation où on a trouvé je trouve l'alchimie entre les lignes, ça fonctionne. Oui, j'ai vu passer dans le chat le nom de Wallmark. C'est vrai que peut être déçu statistiquement. Oui, il n'a pas marqué encore. Mais est-ce que c'est pas aussi lui qui permet à sa ligne de bien fonctionner et à d'autres d'être très performant, on va dire ça comme ça. On peut encore toujours l'être plus, mais d'être très performant. Je pense que Wallmark, en tout cas, il a un rôle clé par rapport à ça, quoi. Il faut en tout cas pas s'acharner sur Wallmark, sur simplement cette statistique. Oh, il n'a pas marqué. Non, mais il a des assists, et Sørensen lui a d'ailleurs rendu un petit hommage lors de l'interview d'après-match contre Genève. Après son triplé, il fait aussi son triplé. Alors oui, il y a un but sur penalty, donc il n'y a pas d'assist, mais grâce au travail de sa ligne, et notamment de Lucas Wallmark. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Il aurait bien David. voulu marquer, Pascal, à Zurich contre son ancienne équipe, Wallmark, pour lancer véritablement sa saison. On a beaucoup vu Nathan Marchand dans cette ligne avec Sørensen. Wallmark a peut-être vécu un petit peu un match particulier, mais moi je ne suis pas inquiet parce que Wallmark, il distribue aussi le jeu de manière magnifique, et quand tu as une ligne triplette très offensive aussi, il faut toujours un qui fasse un petit peu plus le sale travail, si on veut, ou le travail plus défensif aussi. On peut penser que c'était Marchand, mais Marchand se sent pousser des ailes en ce début de saison, et c'est peut-être Wallmark qui fait le petit coup de patin à reculons pour
pour un petit peu préserver le travail de ces deux dans la ligne. Mais enfin, voilà, je crois qu'il a 2 assists. Hein. Pas de but, encore 2 assists ou 3 assists peut-être, Valmark. Donc, c'est pas non plus le zéro pointé du début de saison. Non, puis je pense qu'avec Zurich, il a quand même quitté un peu à contre-cœur Zurich. C'était pas dans ses plans. Hein. Il avait un contrat, on l'appelle. Et puis quand il y a eu changement d'entraîneur entre Noël et Nouvel An, eh bien, Grunborg l'avait vraiment, il voulait. Maintenant, Crawford lui a fait comprendre en fin de saison, on te voulait plus. Si tu te trouves un club, voilà. J'avais regardé, Régis, avec Grunborg, c'était 1 point. Eh oui. 0-0 par match. Et après, Crawford, il a disparu des radars. Il a terminé, mais complètement le fantôme de lui-même. Donc, peut-être retrouver aussi il des était pas loin sensations, de 1 point sur le reste de la saison. Son dernier but, ça remonte au 6 janvier, hein, quand même. Donc, ça fait un moment. Voilà. Donc, en voilà un, peut-être vous allez surveiller quand il va marquer, qui sera certainement soulagé et que son faciès le laissera entrevoir. Les fameux 1000 kilos qui tombent des épaules, on va les voir là. Frédéric nous dit qu'il travaille beaucoup dans l'ombre actuellement et que c'est Je suis d'accord. Que c'est un énorme travail qu'il est en train de faire et totalement d'accord aussi avec ce commentaire. C'est, comme tu le disais, David, c'est important sur une ligne d'avoir aussi quelqu'un qui regarde derrière pour s'assurer qu'il n'y a pas une possibilité de contre-attaque et d'être très attentif défensivement. Un vrai centre responsable. Absolument. C'est ce qu'on se posait la question, je crois, avec vous, messieurs, dans la ligne quand même. Ruotsalainen, Granlund, Joly. De qui va faire le travail défensif, parce que ça, c'est quand même une sacrée triplette offensive, et peut-être qu'il y en a certains qui rechignent un petit peu plus à faire le coup de patin pour venir aider les coéquipiers derrière. David, pour avoir vu Lugano, je peux aussi poser la question, qui fait le travail offensif dans cette ligue? Ça, c'est un autre débat, ça. Oui, parce que effectivement, là, si on part de ce côté-là, c'est pas non plus une grosse production offensive de la part des 3 hommes. Et effectivement, défensivement, je pense que ce sera plutôt Joli pour répondre à ta question. David qui va devoir s'occuper du travail défensif parce que les deux Nordiques auront plutôt tendance, et les deux Finlandais auront plutôt tendance à regarder devant. On est d'accord. Fribourg Bienne demain, Fribourg Zug. Et Langnau-Fribourg, en tout cas sur le papier, 2 matchs à domicile, un déplacement dans les Mental pour Fribourg-Gotteron, hein, si on revient à ce club. Semaine aussi à être très intéressante pour peut-être confirmer tout ce qu'on vient de dire. Absolument. Et même si on sait que le déplacement de l'Île-Fils est parfois difficile. De l'Île-Fils, tu dis? Non, mais ils ont prolongé leur coach. Au bord de l'Île-Fils. Mais c'est justement, voilà, je voulais faire la transition là-dessus, puisque j'avais noté que s'il nous reste un peu de temps, on en parlera. On a eu la question d'ailleurs dans le chat. Ouais. Paterlini qui est prolongé annoncé quelques heures avant la fessée à Berne. C'est étonnant, non? C'était ça la question. Non, mais moi je dis que c'est que finalement il avait peut-être prolongé il y a pas mal de semaines. C'est tout le staff, hein, donc si ça se trouve Paterlini avait déjà prolongé le 31 août, et puis ses assistants il restait peut-être quelques papiers à terminer cette semaine. Moi je crois pas que ça s'est fait en fin de semaine passée comme ça, et que c'est juste parce que on a 3 points, on est content, on prolonge notre coaching staff. Peut-être aussi, j'ai moi petite idée aussi que c'est peut-être cette volonté de donner un signe à l'équipe, c'est à vous de vous les sortir, c'est pas le coach qui va gicler parce qu'on lui renouvelle sa confiance en lui proposant un nouveau contrat. Donc moi je le vois aussi comme un signal que le club a voulu donner que de prolonger Paterlini. Je suis assez d'accord avec toi, on ne travaille pas dans l'urgence pour l'instant. Oui, le début de saison des Tigres est raté, mais ça, c'est des discussions qui avaient lieu avant avec Paterlini, avec son coaching staff, de prolonger. Il n'a pas prolongé non plus pour 8 ans, donc on ne prend pas de grands risques non plus si vraiment d'ici novembre ou décembre, ça venait à se passer très très mal pour la formation emmentaloise. Mais je suis assez d'accord avec ton analyse, Régis, du fait que finalement, on dit confiance à Paterlini. Et maintenant, on veut une réaction sur la glace après le début de saison quand même à l'envers de la part de Sarri-Hervi et des siens. Ouais, tout à fait d'accord aussi avec vos analyses. On va aussi signaler que Flavio Schmutz a prolongé jusqu'en 2026-2027. Pour revenir à Paterlini et à l'urgence, je pense qu'il peut même passer la pause de novembre assez tranquillement malgré les résultats. Si vraiment il commence à y avoir panique à bord, ce sera plutôt en décembre que là on va peut-être réfléchir à regretter la décision de l'avoir déjà prolongé. Je peux vous dire que Pascal Muller, hein, c'est son nom, hein, le GM, c'est Pascal. Hein,
il veut pas revivre ce qu'il a revécu contre Ajoie en fin de saison dernière parce qu'il était dans les gradins quand on commentait et il était mais avec les pulsations à 180 toute la rencontre, fin excité, il voyait les enjeux, il voyait sa place qui se perdait, Langnau qui partait droit dans le mur et tout. Et ça, je crois qu'on tirera la sonnette d'alarme avant du côté du club bernois avant d'en arriver trop loin peut-être d'ici mars-avril prochain. On n'y est pas encore. Non, mais c'est un discours qu'on entend dans d'autres clubs de vouloir éviter un barrage, mais il y aura quand même quelqu'un qui va devoir se le coltiner. Il y a 2 équipes qui vont faire les oui. play-outs, ça c'est sûr, et puis il y a une équipe qui va faire le barrage, à moins que les clubs de Swiss League qui sont candidats à la promotion ne soient pas champions. Bon. Mais ça c'est encore il faut attendre d'ici la fin des play-offs de Swiss League pour savoir s'il y aura un barrage. Mais effectivement, tu parlais des pulsations de Pascal Muller, les play-outs, c'est quelque chose de très stressant pour les joueurs, pour les staffs. On s'en rend pas forcément compte quand on est au bord de glace, qu'on regarde les matchs, que ce soit à la télé, en patinoire, qu'on commente les matchs. Mais vraiment, il y a énormément d'enjeux et souvent, il y a encore une grosse pression qui vient de l'administration parce qu'il y a des emplois en jeu. Les joueurs, ils auront un contrat peut-être en semi-pro plutôt qu'en pro à 100%, une baisse de salaire, mais il y a des gens dans les bureaux qui vont perdre leur job parce que le club sera plus en National League et qu'il faudra réduire la voilure. C'est plus facile de jouer pour le titre que de jouer pour sauver ses fesses, ça c'est sûr. Absolument. La sirène a retenti, messieurs, vous savez ce que ça veut dire. Là, on a fait la prolongation déjà. C'est qu'on a déjà fait un petit peu plus que ce qu'on était à partir au niveau du temps qu'on se donne pour discuter avec vous. Merci à tous dans le chat. Il y a eu énormément de questions, de remarques. Vous avez réagi à ce qu'on a dit. Donc si vous voulez donner vos avis également, vous pouvez le faire sur YouTube, sur Facebook, encore maintenant. On lira vos commentaires avec attention. Peut-être qu'on répondra aussi à vos questions si on a des réponses à vous proposer. Ou rejoignez-nous tout simplement lundi prochain, le 2 octobre à midi sur Facebook pour vos commentaires. On vous rappelle que dans quelques instants sur Facebook, la rediffusion de cette émission sur YouTube dans l'après-midi en version audio, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud. Et puis à 20h sur MySports 1 pour les téléspectateurs qui veulent nous regarder. Merci Régis. Merci Pascal. Merci David. Merci à vous messieurs. Et merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On vous rappelle qu'il y a beaucoup de matchs cette semaine, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Excellente semaine à vous. Bye bye. Ciao. Ciao. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi, MySports, c'est le hockey.